Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du webinaire 0 et 1, le webinaire qui tente de décortiquer un petit peu le numérique pour qu'il soit accessible à tous et pas seulement aux geeks, et qui s'intéresse notamment à l'impact de la transformation numérique sur le monde du travail, les métiers et les compétences. Donc aujourd'hui, je suis très très content et très fier de recevoir Ariel Kirou. Salut Ariel. Bonjour. Donc, je vais te laisser te présenter, mais j'ai une première question un petit peu rituelle. C'est tu es né où? Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie et comment tu es tombé dans le numérique? Alors, je suis né à Paris 14e, donc c'est pas très original, de parents qui étaient tous deux des déracinés, parce que mon père est né en Grèce et a été communiste de l'intérieur, résistant, voilà, etc., etc., et arrivé en France en 45, proche du groupe surréaliste, donc il bossait dans le cinéma. Et dans la critique, il a été membre positif, proche du groupe surréaliste, et puis il a bossé beaucoup, en tout cas sur la fin de sa vie, à ce qu'on appelle aujourd'hui France 2, donc c'est-à-dire une chaîne publique de télévision, voilà, en tant que réalisateur. Ma mère, au départ, était compositrice, musicienne, elle a bossé, donc en fait, tous deux ont été présentés l'un à l'autre par Xenakis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Xenakis, c'est un des grands maîtres de la musique électroacoustique, c'est-à-dire de la version savante de l'électro, en quelque sorte. Si on doit simplifier par rapport à des gens qui ne connaîtraient pas, c'est ça, c'est la version savante de la musique électronique. Et donc, Xenakis qui a présenté mon père à ma mère, puisque ma mère bossait au GRM, c'est-à-dire au groupe de recherche musicale, qui était un groupe de musique dite électroacoustique, faisant de la musique à partir de bruit, voilà, en quelque sorte. Donc, une fois que je t'ai dit ça, comment je suis arrivé au numérique, déjà, quand je t'en ai donné une partie de la réponse, rien qu'en parlant de mes deux parents, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans le milieu de l'image, de la culture, lorsqu'on est voilà, proche du monde, de la musique électroacoustique et ce genre de choses, entre la musique pour arriver à la musique électro, quelle qu'elle soit, électronique, et puis à tout ce qui, de fait, est de l'ordre de l'instrumentation numérique ou de l'art des bruits à l'instrumentation numérique, ça paraît assez logique, en quelque sorte. Bon, après, bien évidemment voilà, que lorsque le net est arrivé, assez vite, ça peut être intéressant par rapport au public qu'on a là. Alors, ça fait un peu ancien combattant, mais moi, j'ai eu mon premier navigateur web en 1994. À l'époque, ça s'appelait Mosaic, et c'est devenu Netscape, voilà, comme navigateur. Et j'ai créé, c'était pour les magasins Virgin, ça s'appelle le Virgin MegaWeb, qui était un des tout premiers sites de l'Internet, avec ma petite boîte moderne multimédia, en 1995. Donc, c'était l'un des tout premiers sites en France, en fait, donc 1995, du World Wide Web, c'est-à-dire de la version, on va dire, plus grand public, en quelque sorte, de l'Internet, qui existait évidemment déjà depuis assez longtemps, mais sur un mode beaucoup moins accessible. Et donc, c'est effectivement ce site, le Virgin MegaWeb, qui était une sorte de délire total, a été une sorte de première étape assez folle, puisqu'en fait, on a fait pendant quelques années, au moins de 95 à 97, un site internet et il n'y avait personne de connecté au net en fait dans les magasins Virgin. Il y avait une personne qui était notre correspondant, qui était un gars qui était une sorte de hacker, de pirate, et à un moment donné, il s'est fait virer parce qu'il hackait les serveurs de la DST. Et donc pendant un an, on a fait un site avec des délires expérimentaux sans qu'il y ait absolument aucun regard quasiment de Virgin. Et puis après, on a commencé à faire des chroniques de disques, mais on chroniquait même des disques qu'il n'y avait pas dans le magasin Virgin. Et puis, on avait des délires, des rubriques comme Cyberpunk Stratégie, avec des cybergouffres, des pages surprises dans lesquelles on arrivait, en fait, donc des trucs complètement tarés. Et c'est vrai que c'était une drôle de période entre 95 et 2000, quoi. Cette période des débuts du World Wide Web, et de toute cette économie un peu bizarroïde. Voilà, c'est connu aussi, je Ben crois. justement, ouais, mais c'est pour ça que je suis très content de te recevoir, effectivement, parce qu'il y a un petit côté dinosaure, donc ça c'est toujours intéressant, même si c'est pas du tout péjoratif, bien entendu, et je me mets carrément dans la même tribu que toi dans le côté dinosaure. Mais ce que j'aime bien aussi avec ton approche, c'est que toi tu abordes le numérique justement pas uniquement par le numérique, mais aussi par la pop culture, les musiques électroniques, les mangas. Tu as écrit énormément de bouquins sur Google, sur plein de choses. Et donc, la deuxième question un peu rituelle de ce podcast, c'est la question que j'appelle Claudine et Jackie. Donc, Claudine et Jackie, c'est le prénom de mes parents. Et mes parents, ils sont pas du tout geeks.
et vraiment pas du tout dans cet univers-là. Et donc la question que dit Nejaki, qui est pas une question piège, hein, mais qui va t'obliger peut-être à être vraiment très, très en... Comment tu le définirais, toi, le numérique? C'est quoi le numérique pour toi et pour des gens qui peut-être se seraient jamais connectés ou qui sont pas qui n'ont pas tout ton background, tout ton historique là-dessus. C'est comment tu le vois, toi? Une vraie question. Une vraie question. Moi, je vois ça d'abord comme un potentiel. Voilà. Hein, c'est pas une réponse. C'est-à-dire, c'est pas une réponse. Si c'est une réponse, c'est une pluralité de réponses. Et c'est en même temps une pluralité de questions, en fait. Donc, c'est vraiment le terme de potentiel pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on dit que c'est un potentiel du meilleur comme du pire. Hein, c'est-à-dire, le philosophe Bernard Stiegler, peut-être que les gens ne connaissent pas, en fait, a tendance à parler de pharmacon. Un pharmacon, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à la fois un poison et un antidote. Ça dépend du contexte. Donc, c'est un potentiel pour faire, hein, pour construire, pour bâtir des groupes, pour répondre à des problèmes, pour trouver des clés, des solutions à la désertification, à des problèmes très concrets d'entreprise, à des logiques culturelles. Donc c'est comme un outil en plus qui apporte des potentiels, mais qui peut aussi aller vers le pire, c'est-à-dire qui peut soit nous ouvrir des espaces, des horizons, soit au contraire, potentiellement, parce qu'ils sont utilisés dans une logique marketing, dans une logique de propagande, dans une logique, maintenant les fake news sont devenus bien connus, hein, qui au contraire renferment en quelque sorte les personnes dans leur cocon, hein, et plutôt que de leur permettre de s'ouvrir, les rabougris en quelque sorte. Voilà. Donc c'est un potentiel du meilleur comme du pire, c'est-à-dire que plus le numérique prend de l'importance, plus les technologies se perfectionnent de cette manière, et plus on a affaire avec une puissance de potentiel forte, et donc un danger d'autant plus grand que le potentiel positif est aussi là, en fait, et ne disparaît jamais. Et il y a des périodes, moi je me souviens au début du net, on était plutôt guillemets aveuglés par l'utopie libertaire qu'il pouvait y avoir derrière, par l'utopie du faire, en fait, en 95, 87, 97, les gens n'ont pas forcément tous connu cette époque-là, mais c'était quelque chose, une sorte d'appel d'air quelque part, de possibilité de prise d'initiative, de renversement de hiérarchie, en fait. Hein. Je veux dire, c'est un point essentiel du net. C'est que le net permet à des gens qui, par exemple, au niveau scolaire, sont considérés comme des moins que rien, de devenir quasiment des profs, de leurs profs. En fait, moi, j'ai des tas d'exemples d'histoires comme ça qu'on m'a raconté. Et à l'époque, c'était totalement lisible, visible au moment des débuts du net. Puis à d'autres moments, avec les réseaux sociaux, on est plutôt aveuglé par les fake news et le négatif, la puissance des GAFAM, c'est-à-dire de Google, d'Apple, de Facebook et autres. Mais je suis absolument convaincu, en fait, qu'il y a des époques qui nous font voir plus le noir, le négatif, et moins le positif, et à l'inverse des époques où on est peut-être aveuglé par le potentiel sans trop voir les effets pervers, mais que cette augmentation de potentiel, potentiel, ben justement, elle a des conséquences et négatives et positives d'un même élan. Et l'enjeu, justement, c'est comment on fait pour l'orienter vers un sens qui nous semble plus celui de l'ouverture que de la fermeture, celui de la création, celui du tissage de liens et de collectifs, plutôt que le renfermement dans un cocon. Voilà, je pense que c'est l'enjeu majeur pour moi. Aujourd'hui, il a toujours été celui-là. Aujourd'hui, on est dans une époque qui semble plus technocritique, mais je crois qu'au final, ça a toujours été un potentiel. Et ce potentiel, il va en augmentant au fur et à mesure que les technologies arrivent. Simplement, on est peut-être plus conscient aujourd'hui, par exemple au niveau écologique, environnemental, de ce que fait le numérique potentiellement, de ce que font les serveurs. Moi, je me souviens à une époque, pour essayer de trouver le nombre de serveurs de Google qu'il y avait dans les data centers, c'était infaisable. C'était genre, ça n'existait pas, c'était le nuage. Voilà, c'est dans le nuage. Bon, maintenant, on sait que c'est réel, que c'est du concret. Bon, bah, on est moins aveugle, mais ça ne veut pas dire que le positif n'est pas toujours là et qu'on ne peut pas toujours s'en emparer. Ce que j'aime bien dans ta définition, c'est que je m'attendais à quelque chose comme ça, même si je ne m'attends jamais exactement à ce que tu vas dire, mais c'est que tu n'as pas du tout prononcé le mot de outil ou de technologie ou de choses comme ça. Tu partages avec quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, qui est Dominique Cardon, l'idée que le numérique, c'est une culture aussi. Peut-être tu peux rebondir un peu sur cet aspect-là. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Je pense alors évidemment, quand on parle du numérique, de l'informatique, du code, de la programmation, et là-dessus, je suis effectivement très proche de Dominique Cardon.
Je pense que l'idée, comme on le fait souvent d'ailleurs en France, hein, de séparer ce qui serait de l'ordre de la raison, c'est-à-dire on code, on a une mission et on la remplit, de ce qui est de l'ordre du sensible, des imaginaires, de la culture, est une erreur. En fait. On ne crée jamais, on ne code jamais uniquement parce qu'on a la maîtrise technique. On acquiert la maîtrise technique parce qu'on en a envie. Et parce que derrière, il y a des choses, il y a des missions, des choses qui nous motivent, des imaginaires dans lesquels on se retrouve et qu'on a envie de les, au-delà même de la prouesse technique, du fait d'avoir une question et d'y répondre. Parce que ça fait plaisir, effectivement. On ne sait pas et on trouve des réponses, hein, comme quand on essaie de résoudre une équation mathématique. Mais même au-delà de ça, en fait, je pense que croire qu'il y a une séparation entre ce qui nous motive, entre les désirs qu'il y a derrière, entre les images, donc tout ce qui nous marque, un film comme Blade Runner ou je ne sais quoi, et le code, c'est une erreur. Je veux dire, moi, j'ai un exemple qui est. Alors, simplement, la seule difficulté, c'est que une entreprise, une organisation, une association, ou vous-même, vous avez une mission de coder, par exemple, un programme pour, je sais pas, pour lié à une question d'art numérique ou je ne sais quoi. Bon, vous avez une mission, vous avez quelque chose à faire en fait, ou par exemple essayer de reprendre un outil de travail collectif, voilà, hein, de partage de connaissances. Bon, donc il y a toujours il y a ce point-là qui est toujours, on va dire, présent. Mais ce qui, pour moi, en tout cas, est tout à fait mince, je perds mon fil à faute de prendre suffisamment de notes. Oui, Non, tu disais? non, t'inquiète pas. Mais sur la culture, c'est une histoire de Oui, voilà, culture la culture. et pas La juste la culture, effectivement, par mission. rapport à Dominique, mais voilà, à un moment donné, voilà, c'est l'exemple que moi me plaît beaucoup, c'est qu'il y a des choses claires et nettes, visibles, en fait, comme telle ou telle mission, et il y a des choses qui nous influencent depuis une éternité, depuis longtemps, et on ne le sait pas forcément, on n'en a pas forcément conscience. Et lorsqu'on fait un travail, que moi j'aime bien faire, de recherche, c'est pas facile à trouver. Et lorsque par hasard on tombe sur un tweet que j'ai gardé de Andy Rubin, qui est le créateur des smartphones de l'OS, du système d'exploitation Android, et qu'on voit que le 8 janvier 2016, il souhaite un bon anniversaire à Roy Batty, en fait. Et Roy Batty, c'est le répliquant, c'est l'androïde du film Blade Runner de 1982 de Ridley Scott, qui a été repris en 2017 par Denis Villeneuve, donc Blade Runner 2049. Lorsque par hasard on tombe sur lui qui souhaite bon anniversaire à Roy Batty, puis bon anniversaire à Rachel ou à Pris, qui sont d'autres réplicants, en allant chercher sur Roy Batty l'image où on voit la fiche d'activation en fait de l'Android, il le fait parce qu'il n'est plus chez Google et qu'il n'a plus de problème de droit, de brevet, et donc il assume complètement sa passion. Et en fait, ce qu'il nous révèle, c'est que ce qui l'a motivé pour créer Android, pour devenir programmeur, pour entrer dans ce monde-là, c'est un film comme Blade Runner. Et c'est pour ça qu'il avait appelé sa start-up Android, en fait. Donc, il a appelé Android pour ça. Et on ne sait pas. C'est invisible, en fait. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a les choses qui sont visibles sont ce qui est de l'ordre de la raison, de la mission concrète. Et ce qui est, à mon sens, tout aussi important, mais qu'on ne voit jamais, c'est, et qu'on voit par hasard comme ça sur ce tweet, c'est toutes les motivations beaucoup plus profondes, cette envie de faire, de construire, de bâtir des mondes, au fond, finalement, mais dont on ne perçoit l'influence que par hasard. En fait. Et ça vient c'est des jeux vidéo, c'est un film comme Wall-E, c'est un film comme Artificial Intelligence, voilà, ça peut être même des jeux vidéo loin du numérique, comme Shadow of Colossus, moi je me souviens de ce jeu-là, ou de Myst, à les grandes époques de Myst, des jeux d'enquête, etc. Mais il y a des tas d'éléments qui vont rentrer des séries, bien évidemment, en fait. Hein. Je veux dire, les séries télévisées, c'est une évidence. Hein. Je veux dire, Mister Robot, voilà, il y a plein de. Altered Carbone n'est pas très réussi, mais il y a Westworld, etc. Il y a une sorte de grand bain, en fait, qui quelque part, nous nourrit et vont potentiellement nous donner envie de faire, d'utiliser tel ou tel objet, outil, système, pour en quelque sorte augmenter, transformer nos potentiels. Je suis absolument persuadé que contrairement à ce que au sentiment que pourrait nous donner un certain type de monde scolaire,
et qui n'est pas Simplon, pour le coup, dans la motivation, y compris dans le faire, dans l'inspiration en fait, qu'on peut avoir pour trouver des solutions, la raison est importante, maîtriser la technique, hein, d'avoir les outils, notamment par rapport, ce sont des langages, il faut savoir les maîtriser, ne serait-ce que parce qu'il y a d'autres gens avec qui on travaille, et donc il y a effectivement quelque chose de l'ordre de la technique pure, mais ce qui est de l'ordre des pratiques et ce qui est de l'ordre des imaginaires sont tout aussi importants. Et cet ensemble-là se complète, hein, se complète et agit ensemble sans même qu'on s'en rende compte. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est en ce sens-là qu'on veut parler de culture. C'est-à-dire qu'on parle de culture, il y a deux dimensions dans le terme culture. Il y a une dimension qui sont les œuvres de culture, on voit ça en fait, hein, bon, qui sont des œuvres de culture qui peuvent nous marquer comme celles que j'ai citées, hein, comme Blade Runner et comme beaucoup d'autres dans ces mondes-là. Des jeux vidéo, voilà, il y a des tas d'œuvres. Ça peut être aussi des jeux de baston, ça peut être Halo, ça peut être des détournements aussi, hein, ça peut être des gens qui ont appris à détourner, ça peut être des mèmes, il y a des tas de choses qui nous influencent. Donc il y a des éléments de culture au sens d'objets culturels, et puis il y a des cultures au sens de pratique. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, le numérique, ce sont aussi des pratiques associées à des communautés, des partages de pratiques, des codes, des langages qu'on construit ensemble. Et c'est vraiment cette idée donc, de groupes qui sont à eux-mêmes leurs propres normes, qui se définissent quelque part, des façons de faire, mais aussi des références culturelles qui vont, sans forcément avoir besoin d'en parler, dans lesquelles ils vont se retrouver. Et ces deux dimensions de la culture, c'est-à-dire les pratiques culturelles et les œuvres de culture, se nourrissent l'un l'autre. Et je crois que le numérique, dire que c'est une culture, ça veut dire que ce n'est pas simplement de la technique, ce n'est pas simplement répondre à des problèmes, c'est aussi, en quelque sorte, s'imprégner de façons de faire, de façons, de vision du monde qui sont celles de nos interlocuteurs ou de gens avec qui on travaille, et que potentiellement, c'est en plus donner une valeur, hein, au travail du développeur, au travail du chef de projet, une valeur beaucoup plus forte, en fait, parce que ce n'est pas simplement répondre à un petit problème, à un micro-problème, c'est aussi construire des mondes. Hein, et ces mondes se construisent par les cultures, par nos pratiques culturelles, par des références qu'on va y mettre. Et c'est en ce sens-là, effectivement, où je suis tout à fait d'accord avec Dominique, hein, qui est un ami commun, toi et moi, si tu veux, qui est qu'au fond, dire, pour donner un exemple, quand on prend le rapport de 2018 de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle, en fait, d'un côté, il doit donner des gages à des gens pour lesquels le mot imagination est un gros mot, hein, des gens, des politiques voilà, qui sont tous sauf des gens d'imagination. En tout cas, ils se présentent comme ça, comme des gens de raison. Mais en même temps, Cédric Villani, qui est quelqu'un d'intelligent, qui est un grand mathématicien, il commence son rapport en expliquant que des films comme Blade Runner, comme Her de Spike Jonze, comme 2001 l'Odyssée de l'espace, font partie de l'intelligence artificielle, y compris en tant que discipline scientifique. Voilà. Et il y a aujourd'hui, là, je n'irai peut-être pas demain, mais je sais qu'il y a un grand colloque avec Ganassia et beaucoup d'autres sur la question. Depuis 10 ans, la grande nouveauté, c'est que les questions d'imaginaire, par exemple, sur l'intelligence artificielle, sont aujourd'hui totalement incontournables. Et les gens et les chercheurs font la connexion entre le monde littéraire, le monde cinématographique, le monde des jeux vidéo et la question guillemets, savante, scientifique et même technologique de l'IA. Et ce n'est pas un hasard si dans le rapport de Cédric Villani, il y avait également des nouvelles de science-fiction qui étaient, personne ne les en a parlé, ou très peu de gens, mais qui rythmaient en fait l'ensemble du rapport. Il y avait une série de nouvelles d'auteurs comme Olivier Paquet et quelques autres. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Ça veut dire, en fait, c'est une manière, en tout cas, de nous dire que ces deux éléments sont absolument indissociables. Voilà. Et tu viens de me mettre les pieds dans le plat, hein, mais le mot cyberespace, on sait qu'il est né d'abord dans une littérature de science-fiction, cyberpunk, avant d'exister, on va dire, technologiquement. Et tu as parlé de Blade Runner et tu as donné la date des années 80, et là encore, le web n'existait pas. Donc la culture, l'envie de ce genre de choses existait avant l'outil. Et je me souviens au tout début de l'Internet aussi que les communautés qui étaient très actives, ce n'était pas forcément que les communautés d'informaticiens. Il y avait effectivement les chercheurs, mais je me souviens, il y avait des gens des jeux vidéo, des mangas, et je me souviens dans les newsgroups, hein, à l'époque, pour les vieux dinosaures, il y avait un des forums qui était le plus consulté, le plus actif, c'était FR Rec Aquariophilie, et c'était des gens qui étaient passionnés de poissons et d'aquarium. Et en fait, il y a eu un moment avant, à la proto-histoire du numérique, où ce n'était pas juste les geeks qui avaient colonisé cet endroit, mais c'était justement tout ce qui n'était pas des geeks. Comment ça s'est passé, cette migration
de ces univers numériques, la privatisation par les geeks? Ça s'est passé comment? Comment tu la vois, toi? Alors, c'est le mot geek, en fait, il a plusieurs sens et plusieurs origines. Au sens propre, le geek, c'est le gars qui est fondu, notamment de technologie, et qui, on a des images d'Épinal par rapport à ça. On l'imagine ne quittant jamais son ordinateur, plutôt tout le temps chez lui, avec une boîte de pizza qui commande à distance. Donc il y a une sorte d'image comme ça, en fait, du geek, c'est-à-dire du fondu, en quelque sorte, d'écran, de technologie qui va. Voilà, alors avec plusieurs dimensions, parce qu'il y a la dimension de celui qui passe son temps à regarder des mangas, à regarder des séries, des éléments culturels, comme celui qui passe son temps à programmer, en fait, qui va détourner les jeux vidéo, qui va devenir acteur, en quelque sorte, qui est par exemple un fan du logiciel libre, qui va utiliser Linux, qui va utiliser des tas de systèmes. Donc déjà, le mot geek, il est polysémique, c'est-à-dire, dans tous les cas, quelle que soit la manière dont on le prend, il signifie des personnes qui se retrouvent plongé totalement dans un monde numérique, que ce soit en tant que spectateur, ou spectateur-acteur, ou acteur, en fait. Mais c'est le sens que ça a pris au fur et à mesure du temps, et ça a pris une connotation légèrement négative, au sens de « je suis dans ce monde-là à défaut d'autres mondes, et notamment du monde réel ». Du monde dit réel, comme si ce n'était pas un monde réel, mais c'est un monde tout aussi réel, en fait. Et donc, je crois que quand on parle de la colonisation par les geeks, je pense que, à mon sens, on fait une petite erreur, c'est-à-dire que, au sens où c'est un peu comme le blasphème. Je veux dire, quelqu'un qui est hérétique, un artiste, il n'est pas blasphémateur, en fait. Il ne cherche pas à blasphémer. Il fait. Il développe ses idées. Donc, si son idée est hérétique, parce qu'il considérer qu'il y a un grand Dieu avec une grande barbe dans le ciel, ce n'est pas sa vision de la religion, et que pour lui, la religion, elle est partout en nous, où que ce soit, et que c'est surtout pas un grand barbu dans le ciel ou un autre, je ne sais quoi, il ne cherche pas à blasphémer. Il a sa foi, il défend, il met en scène ses idées. Je crois que c'est pareil pour les geeks, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'image qu'on donne de celui qui serait geek, et c'est la société qui en fait quelque chose de potentiellement, en tout cas, critiquable. Et puis il y a ce que font réellement ces gens qui sont passionnés par tout ça, en fait, par ce monde-là. Et moi, je suis persuadé, je le vois au travers même de mes deux gamins, là, qui ont 25 et 30 ans, ils ne vivent pas que dans le numérique. Ils ont eu des périodes. Il y en a un, il y a eu une période de World of Warcraft, il passait beaucoup de temps sur World of Warcraft, et après, il y a eu autre chose. Donc, moi, je considère que la logique du geek dans l'image d'Épinal, en fait, qui ne fait que ça n'existe pas. Je veux dire, ça peut être un petit moment pour certaines personnes qui découvrent quelque chose, qu'on découvre quelque chose, mais quand on est dans un bouquin, parfois, on n'a pas envie de le quitter, et puis on va passer la nuit entière à le lire, quoi. En fait, donc c'est un autre mot pour dire on est passionné par quelque chose. Bon, et puis après, on prend du recul, parce que si on n'a pas du recul, on ne va pas enrichir ce qu'on fait en tant que geek. Les programmations qu'on fait, les mondes qu'on découvre et le relationnel. Donc je crois que je pense qu'il n'y a jamais eu de colonisation par les geeks du numérique. Il y a eu des gens de l'extérieur qui, parce que ça simplifiait les choses, parce que c'était pratique de mettre une étiquette, on dit ce sont des geeks. Voilà. Que ce soit pour critiquer ceux qui passaient leur temps devant les écrans à regarder des mangas, ou que ce soit pour critiquer ceux qui ne faisaient que de la programmation et dont on avait le sentiment qu'ils avaient du mal à parler à notre langage d'autres gens que ceux qui, comme eux, programmaient, en quelque sorte. Mais pour moi, je veux dire, il n'y a pas plus de geeks que de Français. Il n'y a pas de Français. Ça n'existe pas, les Français. Il y a une multitude de gens. Les jeunes, non, ça n'existe pas, les jeunes. Il y a des tendances, oui, ok. Il y a des couleurs, il y a des gens qui sont plutôt de ce côté-là que de l'autre côté. Et d'ailleurs, parfois, une même personne peut être dans 2 ou 3 communautés très différentes, très variées. Et c'est vrai des geeks, comme c'est vrai de beaucoup d'autres gens. On a différentes, on n'est pas univoque, on n'a pas une seule facette. Donc, à un moment donné, je crois que pour moi, le mot geek est un mot inopérant, comme le mot blasphème, en fait. Je veux dire, il faut s'intéresser à ce que font les gens, à ce que font les jeunes, ce qu'ils ont envie de faire, pourquoi ils veulent y aller, et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Moi, je veux dire, de la même façon que ça ne m'intéresse pas de savoir si un tel ou tel blasphème selon tel ou tel dogme, je peux être potentiellement intéressé pour dire, est-ce que la vision du monde, est-ce que son mysticisme m'intéresse ou pas? Est-ce que je m'y retrouve? Pour les geeks, c'est pareil. Est-ce que je vais me retrouver dans les codes, les mondes, les univers, les démarches, partagées ou pas, de tel ou tel soi-disant geek?
En fait, ce ne sont pas des geeks, ce sont des gens comme nous tous qui font des choses, en fait, et qui par moments sont tellement passionnés qu'ils oublient un peu quelques éléments du monde extérieur, ils exagèrent un peu sur tel ou tel point, comme moi j'exagère quand je me mets à écrire et que je m'isole du monde. Bon, bah j'exagère, j'emmerde ma femme parce que je deviens une sorte d'être invivable, en fait. Bah, les geeks parfois deviennent invivables de la même façon. Ça nous arrive à tous, que ce soit par la technologie ou par beaucoup d'autres choses. Ça signifie une passion parfois un peu trop dévorante, c'est tout. Voilà. Donc voilà, faire attention aux mots, au fond, finalement. Hein. Au fond, on est tous, dès lors qu'on est passionné, soit on dit personne n'est geek, soit on est tous des geeks et on est content de l'être. Parce que si on ne l'est pas, c'est qu'on n'a pas de passion. Voilà. Mais est-ce que cette figure-là, elle n'a pas tenu à distance des gens qui se sont dit, bah, le numérique, c'est une histoire de geek où ça nécessite pas qu'on colonise comme des geeks, mais qu'on se convertisse comme un geek? Ou est-ce que cette figure-là, elle n'a pas tenu à distance des gens? Alors que ce réseau, effectivement, et ce numérique, il est là, comme tu l'as bien dit depuis le début, pour tout le monde et pour tout et n'importe quoi. Oui, tout à fait. Je pense je pense que ce type de mot, hein, il y en a d'autres. Il sert aussi de repoussoir quelque part, en fait. Hein, voilà. Il sert de contre-exemple, hein, comme on dit d'un blasphémateur. Voilà, donc, même d'un hérétique, il y a des mots comme ça qui sont chargés, en fait. Et le mot geek est devenu chargé, en fait. Hein, est devenu chargé, en tout cas pour beaucoup de personnes, en fait. Mais je crois que l'un des enjeux, justement, c'est de déjouer ça, en fait, hein, et de dire qu'il peut y avoir des geeks totalement écolos, des geeks de l'écologie, en fait, pas que des geeks de la technologie. Qu'à un moment donné, bah, c'est un état d'esprit. Je veux dire, dans les mondes de science-fiction, il y a des geeks, en fait. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai en tête un roman dont on a parlé l'autre jour, La résolution de l'ICAM. C'est super intéressant pour comprendre ce qu'est ou ce que n'est pas un geek. Dans ce roman, c'est un petit roman très court, hein, dans une collection qui s'appelle Utopia, donc qui essaye de construire des utopies. Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme autiste qui crée un monde selon Wen, et elle ne sait pas comment, elle arrive à séduire des gens qui ont de l'argent pour essayer de concrétiser cet autre monde pour sortir d'une logique complètement dévastatrice de marketing, de l'IA, de tous ces mondes dans lesquels on est. Hein. Il y a une logique d'effondrement dans ce bouquin, en fait, et pour sortir de l'effondrement, bah, le bouquin raconte une sorte de communauté créée sur une île au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, en fait, et qui réunit des gens venant de plein d'horizons différents, qui vont essayer d'oublier leur étiquette, de changer, en gros, de s'exercer dans la douleur à changer de monde. Et dedans, il y a un personnage de geek, officiellement de geek, en fait. C'est un troller, il troll sans cesse, en fait. Et il a du mal à ne pas troller dans ses relations humaines. En fait. Bon. Et donc, à accepter l'idée que, bah oui, lui aussi, il faut qu'il fasse un peu la soupe, il faut qu'il participe au collectif. Mais à un moment donné, il y a d'autres types de geeks qui ne sont pas techno, en fait. Et ce qui est fou, c'est que au bout d'un moment, on se rend compte que l'ensemble de la communauté est construite autour d'une intelligence artificielle, mais qui est uniquement une intelligence psychanalyste, en fait. Elle a une fonction très précise. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas que des geeks, au contraire, qui s'en occupent, qui dialoguent avec elle. C'est qu'au fait, il y a un tas de gens qui potentiellement nourrissent, alimentent le travail, le dialogue avec cette intelligence artificielle qui est l'antithèse de l'intelligence artificielle du début du livre, qui est présentée comme au contraire quelque chose de totalement destructeur, parce que dans des logiques de pur marketing et de pure destruction, et on découvre au bout d'un moment que seul, c'est son nom, en fait, est une IA. En fait, voilà, est une IA, et que le dit geek, mais comme beaucoup d'autres, peuvent potentiellement jouer avec elle, se jouer d'elle, la transformer si besoin, se faire transformer par elle. Et je crois que c'est une belle leçon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'un des enjeux majeurs aujourd'hui, à mon sens, c'est de bien comprendre que si geek, ça veut dire passionné, notamment par, au sens noble, la technique, c'est-à-dire il y a des techniques de langage, il y a des techniques de narration, il y a des techniques de rituel, au même titre qu'il y a des techniques mathématiques. Voilà, hein, donc c'est la technique, c'est beaucoup plus large hein, que ce qu'on imagine. Eh bien, dès lors qu'on prend cette définition, il y a des tas de geeks possibles et imaginables, et il y en a dans ce roman-là. Et quelque part, l'enjeu n'est plus de dire être geek ou ne pas être geek, et notamment pour celui qui était un vrai geek des jeux vidéo auparavant, l'enjeu, il est de dire comment je fais en sorte de nettoyer tous les a priori, en l'occurrence du trolling en grande partie, mais bon, mais tous les a priori qui m'ont, voilà, mes vrais faux réflexes de défense
qui font que je suis devenu une caricature de geek, comment je fais disparaître ce qui, au fond, finalement, était plutôt destructeur, y compris de moi, et des collectifs que constructeurs, et à rendre, et pour le coup, à utiliser tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai su faire, tout ce qui me passionne, pour construire une communauté, en fait. Hein, et donc, il y a une mue qui est douloureuse, et c'est pas être geek ou ne pas être geek, c'est être un geek plutôt qui assume ses faiblesses, ses failles, et en même temps ses potentiels pour construire collectivement, et donc grandir en même temps qu'il fait grandir les autres, plutôt que d'être un geek qui s'enferme dans des réflexes, en fait, des réflexes, des réflexes qui, au fond, ne sont pas forcément les réflexes qui viennent de lui, mais d'un monde qui n'est pas le sien, et qui, au fond, finalement, correspond, à mon sens, en tout cas, à une logique de pollution, en fait. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre bien les enjeux, quoi, par rapport à mon avis, à cette notion de geek. On pourrait donner d'autres exemples. Hein, Justement, dans tes exemples, il y en a qui reviennent assez souvent, qui sont emprunts à la science-fiction et à des livres, etc. Comme je t'ai obligé à te présenter de manière un peu bizarre, est-ce que tu peux redire quel est ton lien, toi, avec la science-fiction, avec ces écritures-là, avec ces imaginaires? Et puis après, Oui, on glissera un petit peu sur quel est le rapport entre la science-fiction et puis peut-être le numérique d'aujourd'hui et le numérique de demain. ouais. Alors oui, bah, en fait, bon, c'est vrai qu'on a dérivé comme ça de manière assez libertaire, ce qui est plutôt agréable. Euh, donc, quand j'ai parlé de mon enfance, moi, c'est vrai que chez mes parents et chez mon père, il y avait des bouquins de science-fiction, voilà, hein. Donc, que lui prenait dans une logique un peu surréaliste, quelque part, notamment des livres de Philippe K. Dick ou de beaucoup d'autres. Il y a un truc qui est assez amusant, c'est qu'il y a un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, qui est peu connu, qui s'appelle John Brunner, qui est un auteur anglais, hein, qui est mort depuis quelque temps déjà, qui était un ami de mon père, qui a fait un petit dessin que j'ai gardé, en fait, de lui. Et, euh, et, euh, et donc, c'est l'un des nombreux auteurs que je cite dans ce bouquin, dans Les Imaginaires du futur, qui est sorti en 2020, qui est au fond une tentative de lire le monde, de lire ce que nous vivons au travers de la science-fiction et de l'art contemporain, et notamment beaucoup de science-fiction de récit. Et c'est cette idée qui est pour moi très importante, qui est de dire, au fond, finalement, il faut, guillemets, prendre au sérieux, même sans se prendre au sérieux, ce que nous apportent ces mondes-là, et notamment la science-fiction. Hein, que ce soit dans les jeux vidéo, les séries, les bouquins, les livres, bien évidemment. C'est-à-dire qu'au fond, il faut prendre au sérieux ce fait que la science-fiction, potentiellement, nous transforme. Ces récits nous donnent des horizons différents, ils nous montrent qu'on peut aller ailleurs, et des horizons alternatifs, et voire parfois, ils nous aident à construire des chemins. Voilà. Et que donc, moi, si je défends une utopie anarchiste au sens du faire, au sens des makers, et terrestre au sens de l'écologie, au sens de, pas une usine, pas une plantation, mais un faire qui m'enrichit moi, enrichit les autres autour de moi, humains et non humains, si je défends ce type d'utopie, eh bien, je peux trouver dans le monde de la science-fiction tous azimuts des tas d'exemples, des tas d'histoires, des tas de récits qui me nourrissent, autant d'ailleurs que je peux en trouver dans des... Je m'occupe d'un site qui s'appelle solidarum.org, qui est un site, donc je travaille sur un laboratoire des solidarités lié à une fondation, hein, donc solidarum.org, et là on donne des tas d'exemples on fait des récits avec des journalistes, avec des photographes, etc., de gens qui font quotidiennement, avec ou sans numérique, dans une logique de solidarité, d'entraide, de vivre ensemble, différents, d'accompagnement de personnes vulnérables. On a parlé de Simplon, par exemple. Voilà, hein, on a fait plusieurs sujets sur Simplon. On a des interviews, etc. Donc là, je crois que, au fond, pour revenir un tout petit peu en arrière, je crois qu'on a besoin de plusieurs types de récits. Et il y a un type de récit qui est celui qui nous projette dans le futur plus ou moins proche, qui nous permet de comprendre qu'il y a des alternatives possibles et qu'on peut potentiellement s'en rapprocher ou en définir nous-mêmes d'autres. Et ça, c'est un point qui, pour moi, a toujours été essentiel et qui est devenu de plus en plus au cours du temps, où j'ai essayé de concrétiser à la fois des apports philosophiques, de réflexion, avec ce que je connaissais du terrain, en faisant des sites internet, en travaillant, et puis avec ce troisième point, qui sont ces fictions, ces imaginaires, en fait. Hein, donc, qui me semble tout aussi important. Je pense que c'est essentiel d'assumer, quelque part, on va dire, tout ce qui nous façonne, autant les cours, on a besoin de cours, hein, d'apprentissage,
pour savoir maîtriser des objets, des outils, mais il faut aussi que ça se nourrisse d'une culture, d'influences diverses, en fait, et il faut être capable, en gros, de prendre une distance par rapport à tout ça. C'est ce que j'ai essayé de faire dans les imaginaires du futur, par exemple, hein, qui est effectivement un gros bouquin avec pas mal de références, mais voilà. Donc ça, c'est un petit peu effectivement ma démarche, en fait, sur ce point-là, et c'est né effectivement très vite quand j'ai commencé à entrer dans les mondes numériques et à essayer de réfléchir par rapport à ces mondes-là. J'ai notamment fait un livre qui s'appelle Google God en 2009, qui était sous-titré Big Brother n'existe pas, il est partout. Ben évidemment, quand j'écris Google God, j'utilise à la fois ma connaissance du sujet Google, dans toutes ces, de ce qui est devenu Alphabet, en fait, donc aujourd'hui. Je fais un travail de recherche par rapport à ses fondateurs, ses créateurs, mais j'utilise aussi la science-fiction. Je vois leurs références, les références des deux créateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page. C'est des fous furieux de 2001 l'Odyssée de l'espace. Pour eux, le web est quelque chose de vivant et ils en créent l'incarnation, en fait. Et c'est intéressant de comprendre ça. Et dans les cours que je donne en faculté, en médiation culturelle, j'essaie de leur faire comprendre que quand on prend Google, par exemple, on prend le moteur de recherche, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'imaginaire. C'est super simple, en fait. C'est du pur usage, quelque part. Mais en fait, il y a un imaginaire démiurgique, absolument démentiel. C'est l'imaginaire de l'intelligence artificielle forte qu'il y a derrière. Là, derrière, on se rend compte d'abord que j'utilise des tas d'IA. C'est beaucoup plus complexe. Derrière la simplicité, il y a une complexité absolument dingue. Il y a des humains qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. Et puis, il y a ce rêve, quelque part, qui les motive de création, de création au sens propre du terme. Ça peut être pas loin de la création de la vie. Et donc, je crois que c'est aller aux sources, parfois non dites, de ces cultures, justement, du numérique, pour moi, a été très, très précieux. Et je pourrais en multiplier les exemples. Je donnais l'exemple d'Andy Rubin avec Android. Mais on pourrait parler, par exemple, d'Elon Musk avec son Neuralink, qui vient de Ian M. Banks, qui est un auteur qui fait le cycle de culture. Donc, c'est une grande série de science-fiction dans un monde très lointain. Et il veut créer maintenant un lacet neural, en quelque sorte, pour nous connecter directement aux machines avec un implant. Eh ben, ça existe dans des romans de science-fiction, comme le cycle de la culture de Ian M. Banks. Et ce qui est assez fou, c'est que lui, il nous dit, c'est génial, d'abord, il a commencé à faire des expérimentations sur des singes. Il veut en faire cette année sur des volontaires humains. Il dit, dans un premier temps, dans une logique de réparation, pour nous connecter directement par un implant au cerveau avec un lacet neural, avec donc des intelligences artificielles qui vont nous permettre directement d'aller beaucoup plus vite et de ne pas être dépassé par les machines, c'est son terme. Mais ce qui est assez fou, c'est que ce qu'il ne dit jamais, c'est que la source même de son idée de Neuralink, qui vient d'un livre de science-fiction, où les vaisseaux spatiaux d'un très lointain futur, pas à court terme, d'un très lointain futur, sont des intelligences artificielles qui sont de véritables citoyens, mais qui, à un moment donné, dans un dialogue, vont dire, par exemple, que c'est aussi un instrument de torture des humains, des machines torturant des humains. C'est-à-dire qu'il y a des effets pervers. Et donc, ce qui est assez fou, c'est que lorsqu'on va aux sources culturelles, eh bien, ça nous apprend à avoir un esprit critique, tout simplement. Parce qu'on se rend compte que la source, dès lors qu'on rentre dans le réel et qu'on sort du discours de marketing ou de propagande, on se rend compte, en fait, que la réalité, elle n'est pas toute blanche, toute noire. Les choses sont beaucoup plus complexes et que quelque chose qu'on peut penser de manière bénéfique peut avoir des effets pervers tragiques. Et ça, c'est évidemment ce que raconte le monde de la science-fiction, voilà, entre autres choses. Voilà, c'est plutôt... Il y a une question que je brûle d'envie de te poser, surtout depuis que j'ai relu tes derniers livres sur l'imaginaire du futur et d'autres. C'est, tu dis que l'imaginaire en fait des geeks et des gens qui font la technologie d'aujourd'hui, les gens de Google, le mec d'Android, etc., est pétri en fait de science-fiction. Est-ce que, en reprenant ma petite casquette de Simplon, nous, on essaye modestement de prendre des gens qui ne sont pas des geeks, qui sont en reconversion, qui décrochent du système scolaire, qui ne viennent pas de ce monde-là, pour leur apprendre les métiers du numérique, pour que ça leur donne un destin, un job, etc. Est-ce que, pour être un professionnel du numérique, il vaut mieux s'abreuver de livres de science-fiction? Est-ce que le contraire est vrai? C'est-à-dire, est-ce que, oui, il y a de la science-fiction dans tous les gens qui font le numérique aujourd'hui, et notamment ceux qui essayent de le dominer, mais est-ce que pour se faire une place dans le numérique, être un créateur du numérique, être un développeur, être un data machin, est-ce qu'il faut absolument passer par cette case-là? Ou est-ce que, fidèle à ce que tu as dit tout à l'heure, non, non, tu peux être un geek de, je sais pas, de musique, d'autres choses, et ça ira très bien? Oui, oui, non, je pense que c'est absolument pas un parcours obligé. C'est-à-dire que justement, le,
moi, je l'utilise à des fins de compréhension, parce que c'est mon univers, c'est des univers qui me permettent de lire le monde, de le comprendre et d'essayer de transmettre ce que je comprends par ce biais-là. Bon, et donc, moi, c'est la clé que j'ai trouvée qui correspond au geek que je suis, en quelque sorte, c'est d'utiliser cette grille de lecture-là qui sont les œuvres de science-fiction, entre autres choses. Ça peut être l'art contemporain, l'art numérique, il y a beaucoup d'autres choses, évidemment. Hein. Mais ça, c'est l'une des grilles de compréhension. Je suis persuadé que chacun a ses grilles de compréhension. Je veux dire, la cuisine peut être une grille de compréhension assez géniale, avec les éléments, comment on marie les éléments, les sauces, les épices, pas trop en mettre plus, etc. Je veux dire, on peut être un geek de la cuisine et passer au numérique de manière totalement limpide, parce qu'il y a des tas d'éléments dans la cuisine qui nourrissent, en quelque sorte, le, le, le savoir-être, le savoir-faire qui va nous permettre de comprendre, on va dire, de mettre en musique des usages, tout simplement, hein, des pratiques avec différents types d'outils. Donc non, je pense que pour moi, ce qui est primordial, c'est la curiosité. Voilà. Hein, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que on peut demander à personne d'avoir forcément lu Proust ou Philippe Cadic, d'avoir vu forcément de l'Odyssée de l'espace, ou de savoir faire le bœuf bourguignon. Je veux dire, bon, dire que c'est ça qui est important dans la vie, c'est absurde. En fait. Voilà. C'est absurde parce qu'il y a des tas de voies multiples et différentes d'apprendre et de se construire. En fait. En revanche, ce qui est embêtant, c'est le jour où, par exemple, entre des élèves, ils se retrouvent et puis ils partagent leur passion. Et à la limite, moi, si j'avais un seul truc à leur demander, c'est ce qui, moi, me ferait plaisir, c'est de les voir justement chercher les références quand ça leur parle. Et quelqu'un qui avait un a priori contre la science-fiction ou contre la cuisine, de se dire, au fond, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que je n'avais pas forcément les codes, mais si je prends conseil auprès de gens, peut-être qu'il y a des choses qui vont m'aider, m'ouvrir d'autres horizons, quelque part. Donc pour moi, la clé, ce n'est pas du tout ce qu'on sait faire, ce qu'on connaît déjà ou pas, c'est restons curieux en permanence. C'est la curiosité qui nourrit les savoir-faire, les savoir-être, et qui va nous permettre de transformer, de changer et de transmettre aussi, en fait. Hein. Je crois que la clé, elle est vraiment là. Et je pense que quand toi, tu vois les gens et que que les équipes essayent de les choisir, vous ne les choisissez pas parce qu'ils ont des grandes connaissances X ou Y, vous les choisissez parce qu'ils ont un état d'esprit qui vous semble proche de celui qui va potentiellement construire collectivement plutôt que de s'enfermer, quoi, tout simplement. Et je crois que la clé là, c'est qu'à un moment donné, je pense que toi, quand tu essayes de trouver quand tu discutes avec des jeunes qui se disent qu'ils sont, voilà, qui ne trouvent pas d'intérêt au scolaire et je ne sais quoi, qui ont l'air un peu perdus, ben, en tout cas, moi, le sentiment que j'ai eu avec Simplon, c'est que ce que tu essayes de traquer, c'est pas ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a de l'envie, un désir quelque part, une curiosité qui fait que même s'il a été dégoûté jusqu'ici, potentiellement, il va pouvoir repartir dans une logique de construction en s'appuyant sur d'autres, tu vois. Et je crois que la clé, elle est là, en fait. Hein. Donc, non, je pense que c'est pas du tout obligatoire. Moi, c'est une grille de lecture. Et je suis très content si les gens la partagent. Mais je pense qu'on peut faire du numérique sans être un fou furieux de science-fiction, heureusement. Sinon, il y aurait eu. C'est super. Ça fait plaisir de l'entendre parce qu'effectivement, justement d'arrêter les stéréotypes aussi sur les cultures du geek et sur les passages obligés. Donc, merci de cette précision-là. De ta fenêtre de dinosaure, comme du numérique, comme de ta fenêtre du passionné de science-fiction, tu sais qu'à Simplon et dans ce podcast, on s'intéresse aux compétences, aux métiers du numérique, aux métiers d'aujourd'hui, aux métiers de demain. Comment est-ce que tu vois déjà, dans une perspective un peu historique, avec ton regard, les évolutions de ces métiers qui sont liés au numérique, hein, parce que c'est comme tu dis, tu as commencé en 1995. Moi, je me souviens à l'époque, le mot magique, c'était webmaster. Hein, c'était ça, Ouais. le métier qu'il fallait faire des sites internet. Maintenant, on a à la bouche que développeur ou data machin. Comment tu vois ça sur une perspective historique? Et puis après, est-ce que dans la science-fiction, est-ce qu'on peut détecter les prochaines compétences ou les prochains métiers du futur qui peut-être donneront lieu à Simplon à des formations pour créer des jobs pour des gens qui n'en ont pas? Je suis pas Dans tout le à fait. désordre, hein, comme tu le sens. Mais, oui, mais je suis pas tout à fait Madame Irma, donc
dire quels seront les métiers du futur. Bon, moi, je crois que dans la suite de ce que j'ai raconté auparavant, je pense que ce qui est formidable, c'est que d'abord, il n'y aura pas un seul métier, mais une pluralité de métiers. Il n'y aura pas que webmaster, je te rassure tout de suite. Voilà. Bon. Donc déjà, il faut bien bien comprendre qu'on est dans un monde pluriel et que les futurs intéressants à construire sont eux-mêmes pluriels. Voilà. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que les métiers du futur, ce n'est pas forcément les métiers dont on va nous dire qu'ils sont adaptés par rapport à un futur prédigéré, pour nous adapter en quelque sorte, on va dire, à telle loi du marché, à telle entreprise. Je veux dire, si ça se trouve, Total, dans 20 ans, n'existera plus. On va exploser, ce sera devenu totalement autre chose. Et donc, s'adapter à Total n'aura plus aucun sens. En fait. Bon. Tout comme d'autres grosses boîtes que je ne citerai pas, potentiellement. Donc, je crois qu'il y a déjà, quand on parle de métiers du futur, il faut bien comprendre une chose, c'est que, y compris ceux qui vous disent qu'ils savent des métiers dont ils ont besoin pour leur futur, ils ne savent pas. Personne ne sait. Personne ne sait quels sont les métiers du futur. En revanche, ce qu'on peut savoir, et ça, ils le savent, tout comme nous, on peut essayer d'avoir une connaissance de ça, c'est quels métiers ils imaginent pour leur futur, en tant que boîte, en tant que structure. Et donc, de la même façon, le jeune qui apprend, qui va entrer dans ce monde-là, je pense que ce qui est très important, c'est qu'ils se disent, moi, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je vois mon activité dans le numérique, dans le futur? Et avec quel type de connexion? C'est-à-dire, il y a, depuis 1-2 ans, il y a des gens de MIT qui bossent sur des IA avec un seul grand réseau de neurones démultipliés, qui sont 1000 fois moins énergivores que les intelligences artificielles classiques qu'on utilise aujourd'hui. Pour l'instant, c'est minoritaire, mais je veux dire, par exemple, si vous êtes écolo en l'âme et que vous pensez que tout ça va au mur, je veux dire que vous vous sentez low-tech, même si ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel, bah, il y a des milliers de façons d'essayer de concrétiser cette vision du monde. Et je crois que ce qui est très important, c'est de bien comprendre que ces gens qui vous disent « moi, le métier du futur dans ma boîte, c'est ça », ils se donnent le droit de dire « voilà, moi, ce que je pense comme étant le métier du futur ». Il faut que les jeunes, il faut que les gens se laissent la même opportunité, qui est de dire voilà moi ce qui me semble important en tant que métier du futur. Il faut renverser la donne. Je veux dire, le métier du futur, c'est pas celui qu'on vous dit qu'est le métier du futur, c'est aussi celui que vous voulez vous construire. C'est les jeunes qui construisent la société. C'est ni toi ni moi, hein, c'est eux, c'est elles. Et évidemment que chacun doit composer avec une société, même dans laquelle on ne se retrouve pas forcément à 100%. Mais composer, ça veut dire comprendre qu'il y a à la fois des chemins qui supposent du pragmatisme, qui supposent de connaître des règles, et qu'il y a des horizons qu'on peut contribuer à changer, à transformer et à construire. Il faut se les définir, ces horizons. Il faut être modeste par rapport à ça, parce qu'il se peut qu'on n'y arrive pas, et que les horizons changent en fonction des opportunités, de ce qui va se passer. Mais on a besoin des deux. On a besoin de chemin et d'horizon. Et l'un nourrit l'autre en permanence. Ça veut donc dire que ceux qui vous disent c'est ça les métiers du futur, c'est des baratineurs, c'est des propagandistes, c'est au mieux des gens de marketing. Je veux dire, ça n'existe pas. Ça existe de façon temporaire, à un moment donné, par rapport à un besoin qu'ils ont et qu'on peut prendre en tant que tel. Mais ce ne sont pas les métiers du futur. C'est leur vision de métier du futur par rapport à leurs besoins à eux, en fait. Ou si c'est des hommes politiques, c'est des décideurs, des gens qui créent des incubateurs et autres, bah c'est aussi leur vision à eux par rapport à des collectifs ou par rapport à des gens. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter. Ça veut juste dire qu'il faut garder son compte à soi. Voilà. Hein, et donc, peut-être que le métier du futur, c'est de construire des IA qui sont quasiment totalement décarbonés et des blockchains totalement décarbonés, y compris avec des bouts de papier ou je ne sais quoi. Ce que je trouve formidable avec l'idée des métiers du futur, c'est plusieurs métiers de plusieurs futurs que nous construisons nous-mêmes et pas que nous nous laissons imposer. Nous pouvons composer avec des gens qui peuvent nous offrir un travail en nous mettant en empathie par rapport à leurs besoins. Mais eux sont d'autant plus intéressants et il serait intéressant de bosser avec eux si eux sont en empathie aussi avec vous en tant que jeunes, en tant que programmeurs, qui avez vos propres idées. Donc lorsque des jeunes se retrouvent face à ce type de structure, eux aussi ils ont le droit de dire lui, c'est le niveau zéro de l'écoute et de l'empathie par rapport à ce que j'ai envie de faire, j'y vais pas.
lui, il me propose quelque chose, j'accepte d'y aller. Mais pour moi, dans le futur, si son truc, là, si son IA, elle n'intègre pas une dimension nativement participative, c'est pas juste. Je vais lui proposer. Et s'il est intéressé, banco, j'y vais. Hein, voilà, donc c'est à nous, au sens collectif, de construire, en fait, ces métiers du futur. Voilà, c'est pas extérieur. Je sais pas si j'ai Non, mais répondu. moi, ça me va bien. Mais si, maintenant, je dirais plus jamais les métiers du futur, je dirais les métiers des futurs. Hein, Voilà. déjà, ce sera pas mal. Et Ouais. après, c'est vrai que simplement, comme tu le sais, on défend un numérique responsable. Et c'est vrai que souvent, dans des informations collectives qu'on fait avec des décrocheurs scolaires ou des demandeurs d'emploi, je dis le métier soi-disant le plus en tension du numérique, c'est développeur. Mais en fait, le métier le plus en tension du numérique, c'est développeur green ou développeur accessibilité numérique. Parce que là, en fait, ce ne sont pas des niches, c'est l'avenir du numérique, c'est un numérique plus responsable. Et donc, moi, je leur dis, effectivement, au lieu de répondre au cahier des charges du marché en disant je vais être un bon développeur JavaScript, mais il vaut mieux être un bon développeur Green IT ou un bon développeur d'accessibilité aux situations de handicap, parce que ça, vous aurez du boulot pour 250 ans, parce que c'est un angle mort. Oui, c'est un angle mort, et puis en plus, comment dire, c'est un point primordial, c'est de se dire, moi j'ai vu avec les éducateurs sociaux, tout est logique par rapport à la fracture numérique. Dès que l'éducateur prend le numérique comme étant en tant que tel, comme s'il faisait comprendre que c'était complètement ridicule de ne pas savoir maîtriser le numérique, ça n'aboutissait à rien. C'est-à-dire que ce qui aboutit, c'est quand il se met à la place de la personne et qu'il dit c'est quoi que vous avez besoin de quoi? Ok, bon, remplir une feuille, remplir ses impôts. Ok, on fait ça. Puis maintenant, au-delà des impôts, il y a peut-être des trucs plus rigolos à faire. Vous avez envie de faire. Oui, ah tiens, vous voulez vous intéresser à tel type de jeu? C'est parce que ça vient du désir des gens ou du besoin qu'ils ressentent, y compris évidemment par rapport à la nature, par rapport au vert, par rapport à tout le monde tel qu'on le voit évoluer, que ça prend du sens. Donc, donc toujours se poser cette question-là, quoi, de qu'est-ce qui nous semble juste pour soi et pour la société. En fait. Mais quand tu parles du handicap, lorsque tu parles de l'accessibilité, lorsque tu parles c'est qu'on le partage, de l'écologie, on parle de besoins qui nous semblent importants et forts aujourd'hui. Ça correspond à des choix, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui est important. Donc c'est bien que tu nous invites à repolitiser et à remettre de l'avenir et du futur, même dans l'orientation professionnelle et l'orientation scolaire, parce que c'est politique. Oui, oui, mais après, pour des cours à la fac, en master, en fait, avec des étudiantes, beaucoup d'étudiantes qui après vont travailler, je sais bien que c'est pas si simple que ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que il faut quand même aussi, il y a quand même aussi l'objectif qui est tout simplement de gagner sa croûte, quoi, de la manière la plus intelligente possible, intéressante possible. Donc moi, je sais quand j'accompagne notamment des doctorants, des trucs comme ça, j'ai même pas de doctorat, mais j'accompagne dans des mémoires essentiellement, des gens en stage. En fait, le clé de ce que j'essaie de leur faire ressentir, c'est la nécessité de garder son esprit critique, en fait. Y compris par rapport à la boîte pour laquelle ils bossent. En fait. Voilà, donc, parce qu'en fait, c'est plus intéressant, et pour la boîte et pour la personne, en fait. Bon. Donc, quand on dit politiser, c'est au sens noble du terme, c'est-à-dire de se dire, oui, quand je composer avec un monde avec le monde ou avec telle entreprise, c'est pas me décomposer. En fait, hein, voilà. Donc, composer, ça veut dire faire avec, et ça se joue dans les deux sens. C'est comment on se fait progresser l'un l'autre. En fait. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Même quand on a été décrocheur scolaire, qu'on a été rejeté du système scolaire, qu'on a le sentiment que les institutions sont une sorte de ramassis de bêtises, en fait, à un moment donné, je pense que si toi, tu leur apprends à avoir un peu confiance en eux, c'est de se dire, OK, il ne s'agit pas de mépriser ce monde-là. Il ne s'agit pas de mépriser ces gens qui peuvent nous donner du boulot. Au contraire, il s'agit d'accepter, d'entrer dans le jeu, de comprendre les règles, en fait. Mais une fois qu'on a compris les règles, c'est mieux d'avoir affaire à des gens qui savent qu'on peut les faire évoluer et qui savent et qui comprennent que s'ils font appel à des jeunes venant d'ailleurs, c'est aussi peut-être pour pas forcément aller dans les trucs déjà prévus, dans les cases. En fait. Et quand on arrive à ça, c'est quand même génial, quoi, parce que même si c'est des toutes petites gouttes, c'est ça qui transforme la société peu à peu. En fait, hein. C'est ces petites gouttes en fait
de passion, d'envie d'y aller, en fait, et d'écoute de l'autre côté, c'est-à-dire de la capacité aussi de celui qui est le donneur d'ordre à se laisser surprendre, en fait. Et ça suppose que la personne qui fait accepte l'idée de surprendre l'autre personne, essaye à la fois de l'écouter et en même temps est capable de faire le pas en plus, en fait. Hein. Et c'est pas facile parce que ça suppose une confiance, en fait. Hein. C'est très compliqué, hein. C'est le plus compliqué, la confiance. Alors, confiance en soi, ça suppose deux choses très compliquées. C'est une confiance et une prise de distance. Hein, c'est-à-dire être capable de prendre de la distance même par rapport à soi et aux autres. C'est les deux choses les plus compliquées. c'est la clé, en fait. Hein. C'est-à-dire que trouver la bonne distance, en fait. Hein. La bonne distance, c'est pas de dire oui à tout, c'est pas de dire non à tout. La bonne distance, c'est de savoir composer en acceptant parfois certaines contraintes, mais en proposant des choses qui permettent potentiellement d'en déjouer certaines ou d'aller contre des limites. Et puis à un moment donné, peut-être qu'on est bloqué et qu'il faut passer à autre chose. Ça, c'est aussi... Tout à l'heure, tu parlais de la curiosité comme étant un trait fondamental hein, pour, je sais pas, pour bien se mouvoir dans les cultures numériques. On entend beaucoup d'employeurs et tout le monde a que ça à la bouche en ce moment, les compétences transversales, les soft skills. Et on entend aussi une autre petite musique hein, avec des gens que je ne citerai pas, que tu connais par cœur, qui disent que en fait, il n'y aura pas de salut pour les humains s'ils ne sont pas complémentaires des IA, complémentaires des robots. Voilà. Est-ce que tu peux, peut-être pour finir, donner aussi un peu de perspective là-dessus sur quelles sont les compétences qu'il va falloir, autant en a parlé pendant toute l'intervention, hein, mais les compétences qui sont attendues et en quoi peut-être que c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon en se disant oh, mon Dieu, je vais me faire ubériser par une IA, j'ai intérêt à être complémentaire d'une IA. Oui, je pense que évidemment ceux qui disent ça, c'est de l'absurdité en fait. Hein, c'est-à-dire connaître c'est bien, s'agenouiller non. Tu vois, c'est-à-dire on va juste être dépendant de ça. Là, on a encore affaire à des gens qui définissent eux-mêmes les règles alors qu'ils connaissent même pas le futur en question. Quoi. Non, ce que je crois, c'est que moi j'ai un exemple en tête d'un bouquin dont j'ai pas parlé, qui est un bouquin clé qui s'appelait Sur l'onde de choc de John Brunner, qui est un bouquin de 1975. J'avais rencontré à l'époque, en fait, donc un peu plus tard que 75, hein, justement au début du net, 93-94, un crypto-anarchiste qui s'appelait Timothy May, qui était un fan absolu de ce bouquin. Le personnage central de ce bouquin, qui est une sorte de totalisme, ça se passe aux États-Unis, c'est une société de contrôle qui est assez terrifiante. Et le personnage central, c'est un hacker. C'est le premier hacker de l'histoire de la science-fiction, quasiment, en fait, en 1975. Et la clé de son travail de hacking, à la fin, il y a une sorte d'immense verre informatique. Il se retrouve dans une sorte d'utopie, de ville utopique, une ville des communs, totalement écologiste. Et en fait, il y a plusieurs lectures de ce livre, et on se rend compte que lui, c'est certes un hacker, donc un gars comme le crypto-anarchiste Timothy May, on comprend pourquoi il était fan, en fait, donc lui-même était hacker, en fait, pourquoi il était fan de ce personnage, Nicky Haflinger, le premier pirate informatique, en plus dans une vraie logique de pirate blanc, hein, c'est-à-dire c'est pas des, hein, c'est un vrai, voilà, c'est une grande tradition du Chaos Computer Club, etc. derrière, en fait, donc c'est une sorte de livre référence par rapport à ça. Et en fait, dans tout le bouquin, ce qu'on voit, c'est que la clé, c'est le non-conformisme. C'est-à-dire, il y a une société qui est hyper conformiste. D'ailleurs, John Brunner parle du style de vie banane, en fait, et il change sans cesse de personnalité, d'avatar, etc. Jusqu'au moment où il se retrouve dans cette ville de précipice qui est détachée du grand réseau central, où il peut être lui-même. Mais la clé, justement, c'est essayer de se construire, pas de certitude par rapport à soi et surtout par rapport à l'autre, ne pas se conforter du conformisme tel qu'on nous présente comme étant quelque chose d'absolument absolument indispensable, de se conformer à une image qui n'est pas la sienne. Et l'une des grandes leçons de ce livre, donc sur l'onde de choc, hein, Shockwave, le titre en anglais c'est Shockwave Rider, en fait, donc c'est encore plus juste parce que Shockwave Rider, on est vraiment sur l'onde de choc, donc on voit un on peu la chevauche, quoi. Voilà, le hacker, en fait, hein, donc ça a beaucoup influencé le cyberpunk derrière, donc c'est un livre assez magique sur ce registre-là, et ce qui est fou, c'est que c'est un écolo, ce personnage, en fait, c'est que c'est, en tout cas, même si lui n'est pas écolo, il se retrouve dans un collectif au final. Et en fait, dans ce collectif, il se rend compte qu'il y a une chose qui fonctionnait dans la société, c'était un truc qui s'appelle le pavillon d'Eustache avec une libre parole, où personne n'est jugé. Le cœur du bouquin est ça, c'est-à-dire c'est le pavillon d'Eustache géré comme un commun,
et les gens, ils sont là pour écouter. En fait, c'est la clé de cette utopie finale d'un livre dystopique dont le personnage central est un gars qui se fait martyriser, qui est une sorte de petit génie de l'informatique, dont la bagarre se joue contre le conformisme, en fait, hein, contre ce style de vie banal et contre la volonté d'un gouvernement un peu voilà, de contrôle, de le contrôler lui, d'utiliser ses capacités, et lui tentant d'en échapper. Donc c'est vraiment une sorte de roman génial, et il y a des tas de gens qui sont devenus fous furieux de ce roman au début du net, en fait, et je crois que ça reste l'exemple, en fait, pour moi, ça reste vraiment un livre voilà, très enrichissant, parce qu'on voit bien que, voilà, il faut surtout pas écouter ceux qui nous disent que la clé, c'est uniquement l'IA, uniquement ceci, uniquement cela. Non, non, de rentrer les soft skills. Non, non, je crois que les compétences sont multiples, sont variées. En fait, la seule clé, c'est d'aller jusqu'au bout quand on lance quelque chose, quand on fait quelque chose. C'est-à-dire de se dire, de ne pas se contenter d'être à la surface, d'y aller, quoi. Voilà. Et c'est là où on retrouve le sens propre et noble du geek. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut y aller. Voilà. Il faut y aller, il faut plonger. Hein, il ne faut pas se contenter de rester. Hein. La seule clé, elle est là. Il n'y a pas de règle, si ce n'est ça, à mon avis. Si ce n'est cette curiosité. Et une fois qu'on a envie de faire quelque chose, d'y aller franchement. Donner les moyens d'y aller, quoi, tout simplement, de le faire. Écoute, c'est génial. C'était pas du tout ce qu'on avait préparé, toi et moi, un petit peu, mais c'était top. Juste pour conclure, c'est quoi ton actualité où les gens peuvent te retrouver? Voilà, finir juste un peu sur ce qui fait ton moment à toi. Moi, je viens de sortir un livre dont j'ai piloté de 14 nouvelles, qui est celui-là, que tu as lu, en fait, hein, Nos futurs solidaires. C'est 14 nouvelles de science-fiction qui réinventent la solidarité. Donc déjà, il est sorti le 18 mars en librairie. Donc voilà, donc ça, c'est un livre qui est déjà accessible avec des réflexions sur la solidarité et puis plein de visions, avec ou sans numérique, de ça. Donc ça, c'est ma dernière actualité, on va dire. Après, je suis sans cesse invité sur des tas de trucs. J'ai aux Imaginales en mai. On devrait organiser, par exemple, à Grande Contrôle, autour de nos futurs solidaires, un débat autour des questions de solidarité. À la limite, si vous voulez, si les gens veulent en savoir plus, ils demandent à devenir copain avec Léo Javel sur Facebook. En fait, Léo Javel, il a 115 ans. En fait, il ne se laisse pas. Voilà. Donc, Léo Javel sur Facebook, ou mon nom, Ariel Kirou, sur LinkedIn, qui est plus sérieux, même s'il a une tête d'ampoule, en fait, et qu'il déconne bien dessus. Voilà. Mais voilà, et effectivement, régulièrement, j'essaie de mettre au courant des conférences, des invitations, des bouquins, des articles. Là, j'ai écrit beaucoup d'articles. J'en ai écrit sur une monographie de 40, un gros papier, plus un gros papier autour de Alien, voilà, autour donc de la série Alien. Là, je viens de finir pour un petit bouquin qui va sortir, je ne sais pas si c'est en juin ou plus tard, un petit bouquin de 4 auteurs, un petit bouquin très court autour de l'homme augmenté. Voilà. Donc, et puis je travaille sur les utopies. Donc voilà, donc là pour le coup, il vaut mieux regarder sur LinkedIn voilà, je passe toujours trop de choses. Voilà. Non, mais c'est super, ça change rien. Moi, je me suis régalé. Je pense que les gens qui vont nous regarder en replay aussi. Donc, je te remercie beaucoup, Ariel. C'était vraiment Merci, Frédéric. un bel honneur que tu m'as fait. Et je te dis à bientôt. Bientôt, mais tu fais-moi signe pour me dire quand c'est accessible en ligne. Voilà. Ciao, ciao.